Voici l'histoire d'une scierie dynamique, avec son infrastructure moderne. Une mécanique bien huilée où la production tourne rond. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette régularité horlogère dans la transformation du bois a démarré par l'équipement le plus rudimentaire. Une simple roue à eau installée au bord d'une rivière alsacienne, voici plus de 2 siècles. Nous sommes le 1er juillet 1818 quand Joseph Siat, négociant en bois, fait l'acquisition d'un moulin à eau, pour être plus précis, le moulin à grains Weisbeck, installé à Oberaslar, sur une rive de la Hasel, un affluent de la Bruche. Grâce à l'aide financière de son beau-père et accompagné de son fils aîné, il concrétise son achat chez le notaire avant d'aller fêter l'événement à la brasserie de la Poste à Mutzig. À ce moment, ni Joseph ni son fils ne se doutent qu'ils viennent de poser l'acte fondateur de ce qui deviendra plus tard le groupe Siat. Pourquoi cet achat? Revenons quelques années en arrière. Comme souvent, tout commence par une belle histoire d'amour. Celle de Joseph Siat et Thérèse Danzer, fille d'un meunier d'Oberaslar. En épousant Thérèse le 12 mai 1789, 2 mois avant la prise de la Bastille, Joseph s'élève dans la hiérarchie sociale de son village et intègre la très sélective communauté des meuniers. En 1818, il décide d'acheter ce fameux moulin. Le plus beau de la vallée, disait-on. Joseph a alors une idée derrière la tête. Construire au plus vite un moulin à bois en aval. Mais pour cela, il lui faut une autorisation royale. C'est chose faite 6 années plus tard. Et la première scierie Siat est mise en service. Elle est équipée d'une roue à auget activant une scie verticale. Même si cette installation est assez simple, elle constitue une avancée technique remarquable. Après plusieurs millénaires de sciage à la simple force des bras, on peut désormais transformer des grumes en bois de construction avec une énergie alternative, la force de l'eau. Une énergie très demandée, car elle permet aussi de produire de la farine, de l'huile ou d'alimenter d'autres machines. C'est alors aux conseils municipaux d'antan de planifier, semaine après semaine, l'utilisation du débit et d'arbitrer les conflits entre exploitants. Au XIXe siècle, le bois est un matériau de construction indispensable. Bâtiments, navires, charrettes et autres moyens de transport, tout est en bois. La demande est énorme, et au regard du faible rendement des scieries, on comprend pourquoi ces dernières sont si nombreuses. Rien que sur la petite Hasel, on n'en compte pas moins de 8 sur quelques kilomètres. En complétant l'activité très saisonnière de meunerie par le sciage, Joseph produit tout au long de l'année. Rapidement, son affaire commence à bien tourner. Si aujourd'hui le groupe Siat évolue avec autant de panache, c'est certainement dû au panache des générations successives. Anticipant l'avenir, elles ont toujours su moderniser l'entreprise. C'est ainsi qu'en 1870, Jean-Philippe Siat est parmi les premiers scieurs à équiper son moulin d'une locomobile. La locomobile, qu'est-ce que c'est? C'est une machine à vapeur, un équipement emblématique de la révolution industrielle. Facile à déplacer et à installer, elle fait son apparition dans toutes les industries naissantes, mais rarement dans les scieries. L'intuition de Jean-Philippe d'installer une locomobile est bonne, et l'exploitation de la scierie devient plus régulière. En 1877, un incendie amène Jean-Philippe Siat à acheter un nouveau moulin à bois. La scierie s'établit alors le long du canal du Mühlbach, sur l'emplacement de son site actuel d'Urmat. Un excellent choix qui permet d'investir dans de nouvelles machines et d'adapter la production aux besoins des clients. Avec une déligneuse, Jean-Philippe est un des tout premiers à produire, dès 1878, les lattes de sapin qui sont clouées au plafond pour fixer le plâtre dans les maisons. La scierie devient rapidement l'une des plus importantes de la vallée. En 1906, pour compléter l'apport d'eau de la Bruche, Jean-Philippe et ses fils Joseph et Louis installent une locomobile de 10 chevaux couplée à un alternateur et à une dynamo. C'est l'arrivée de la fée électricité. La scierie s'éclaire, on y travaille plus longtemps, notamment en hiver.
L'excédent de production électrique bénéficie même au village et à ses habitants. Question transport, l'entreprise va profiter de sa proximité avec la toute nouvelle gare d'Urmat. La ligne Strasbourg-Roto facilite la livraison de nouveaux clients en produits finis. Bois de construction, traverses de chemin de fer et poteaux télégraphiques, dont la demande est très importante dans l'Alsace allemande d'avant-guerre. Bien inspirés, Joseph et Louis construisent même une ligne privative de chemin de fer pour disposer plus rapidement de matières premières, tout en réduisant le coût d'approvisionnement. Après la Première Guerre mondiale, ils concrétisent leur rêve d'une Syrie d'avant-garde. Construite entre 1920 et 1927, cette usine traversera un demi-siècle. Elle est immortalisée par les illustrations de Michel Rohr, petit-fils du Rohr Charles, resté dans les mémoires de bien des collaborateurs. La locomobile est remplacée par un ensemble chaudière-machine à vapeur 30 fois plus puissant. La chaudière, alimentée par la sciure, produit de la vapeur à haute pression pour faire tourner le volant de 4 mètres de diamètre de la machine à vapeur. C'est le cœur de l'entreprise, bien plus que les scies. Et tous ceux qui ont eu le privilège d'en faire la visite s'en souviennent encore. 3 générations plus tard, en 1986, Philippe et Paul opèrent un nouveau changement révolutionnaire. Avec le soutien de l'Institut de participation du bois et du meuble, ils créent un hall de sciage ultramoderne équipé de la technologie de sciage Canter. Les risques techniques et financiers sont énormes, mais les améliorations du rendement matière et de productivité s'avèrent payants. Mais catastrophe, le 16 juin 2003, ce hall de sciage brûle en moins d'1 heure. Un drame ? Oui. Mais Philippe et Paul y voient aussi une opportunité. Ils décident de reconstruire au plus vite et de manière encore plus moderne. Dès 2005, un nouveau hall de sciage regroupant les productions d'Urmat et de Heiligenberg est mis en service. Puis en 2011, ils vont raviver l'idée de valoriser directement sur site les soi-disant sous-produits en implantant une unité de cogénération. Les écorces sont brûlées pour produire de l'électricité. La chaleur résiduelle est utilisée pour le séchage de la sciure, convertie ensuite en granulés de bois. Une démarche industrielle éco-responsable qui vise le zéro déchet. En 2012, Siat sera à l'origine d'une première mondiale en équipant le nouveau parc à grumes d'un scanner à rayon X. Grâce à cette innovation, il devient possible d'analyser l'intérieur de chaque grume en un temps record. Travailler chez Siat représente pour beaucoup une grande fierté, celle de faire partie d'un groupe industriel qui a su marquer le secteur bois de son empreinte. Pour mesurer ce chemin parcouru ensemble et en toutes circonstances, empruntons les pas de celles et ceux qui ont fait ce qu'est Siat aujourd'hui. Les conditions naturelles ont longtemps été une contrainte majeure dans l'exploitation des moulins à bois, avec l'eau comme énergie motrice. Il fallait adapter l'activité non seulement à la neige, au gel, mais aussi aux crues ou encore à la sécheresse. Autre défi, l'approvisionnement en bois. Avant la mécanisation du monde agricole, le transport de grumes des pentes du massif vosgien jusqu'à la Syrie était particulièrement difficile. Dans la vallée de la Bruche, la méthode utilisée était le schlitage, utilisant des grands traîneaux freinés et dirigés par la force humaine. Un travail particulièrement éprouvant et risqué. Ces circonstances avaient évidemment une forte influence sur les mentalités. Peut-on imaginer qu'à la fin des années 1950, des collaborateurs habitant à Grendelbruch venaient travailler à pied jusqu'à Urmat ? Tous les jours, été comme hiver, qu'il neige ou qu'il pleuve, 7 à 8 km aller puis retour, avec un dénivelé d'environ 550 mètres. Aujourd'hui inconcevable, cet esprit de corps et de famille permettait de se soutenir et de surmonter les épreuves. Et la force de caractère des anciens Sagars est un héritage que portent encore aujourd'hui les collaborateurs du groupe Siat. En 1929, le krach boursier entraîne le monde dans une spirale de récession et d'inflation. Les commandes baissent drastiquement et la situation financière se dégrade. Dans ce contexte, en 1935, Pierre, alors âgé de 22 ans, abandonne ses études de droit pour intégrer l'entreprise suite à la mort accidentelle de son frère aîné Jean. Il faut empêcher le dépôt de bilan par tous les moyens. Durant plusieurs mois, tous les vendredis, Pierre prend le train pour Strasbourg,
et dépose 5 000 francs auprès des créanciers. Ainsi, la scierie reste ouverte une semaine de plus malgré un découvert de plus de 9 mois. En 1939, dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, Pierre est mobilisé et devient tour à tour soldat français, soldat allemand, puis prisonnier russe. Un malgré nous, comme de nombreux Alsaciens et travailleurs SIAT, avec de la famille et des amis des deux côtés. À la Libération, les besoins pour la reconstruction sont énormes. Le travail est là, c'est le début des 30 Glorieuses. Mais il faut du bois. À cette époque, on achète encore les bois sur pied, ce qui est particulièrement ardu. Comme leurs aînés, Pierre et son cousin Robert sont des experts en la matière. Et grâce à leur savoir-faire et l'unité de production construite par la génération précédente, l'entreprise se redresse peu à peu. Ils réussissent même à acheter la forêt du Flößplatz, un massif forestier de 300 hectares à proximité de la scierie qui servira de caution pour les investissements futurs. En 1973, un record absolu est atteint en France, avec la construction de 550 000 logements, et le territoire compte quelques 10 000 scieries. Mais la fièvre de la construction prend subitement fin. Les deux chocs pétroliers font grimper tous les prix et cassent la demande. Dans un intervalle de 10 ans, se produisent 2 fortes tempêtes qui permettent à la scierie d'acquérir des chablis importants. Le premier en 1972, au mont Brocken, dans le Harz, en Allemagne, le second en 1982, à Noir-Étable, dans le Massif central. Plus que jamais, il faut savoir bien acheter et saisir les opportunités quand elles se présentent. En relevant ces défis logistiques, financiers et organisationnels ambitieux, l'entreprise renfloue sa trésorerie. En 2003, suite au rachat de la scierie Braun, 2 mouvements sociaux secouent l'entreprise, qui n'en a jamais connu auparavant. La fusion des 2 sociétés aux cultures très différentes s'avère difficile. Mais quand l'incendie de 2003 réduit en cendres en moins d'1 heure le hall de sciage d'Urmat, les anciens Braun et anciens SIAT oublient leurs différends et font corps. Avec l'aide de la filière bois, cette union permet à l'entreprise de survivre, puis rapidement d'accroître son avance. Au fil des époques, il faut également souligner le rôle essentiel des femmes dans l'entreprise. Elles permirent de bâtir une activité de plus en plus solide et surtout de créer un cadre familial solidaire. Depuis toujours, même si c'est souvent l'homme qui assure officiellement la direction, il ne faut pas s'y méprendre. Elle est bel et bien partagée. Dès ses débuts, la société a su anticiper les évolutions de l'industrie du sciage. Puis au fil des époques, les transformations de la filière bois se sont progressivement accélérées. Pour bâtir un avenir solide et durable, des décisions capitales se sont révélées indispensables. En 1998, Philippe et Paul sont déterminés. Il faut grossir. L'enjeu est clair, augmenter les volumes pour améliorer le rendement matière et la productivité. Un défi impossible à réussir en rachetant de petites scieries en difficulté. C'est alors qu'une opportunité majeure se présente. Ferdinand Braun, le grand concurrent voisin, est mis en vente. Avec 2 sites à Niederaslar et à Heiligenberg, à seulement 3 km d'Urmat, c'est la première scierie de France. Face à SIAT, elle pèse près du double en mètres cubes sciés et en chiffre d'affaires. 240 salariés contre 90. Une âpre compétition pour son acquisition commence alors. Face à des grands groupes allemands, autrichiens ou suisses, SIAT finit par convaincre et rachète Ferdinand Braun le 31 décembre 1998. C'est un changement de dimension, non seulement par la taille, mais également par l'intégration d'une nouvelle activité, la raboterie, en plus de celle du sciage. En 2009, la scierie a l'honneur de recevoir la visite du président de la République, Nicolas Sarkozy, accompagné de pas moins de 5 ministres. Fait historique, le chef d'État souligne l'importance stratégique de la filière bois pour le pays. Le bois acquiert enfin sa reconnaissance en tant que matériau d'avenir, tant sur le plan économique qu'en termes de développement durable. Cet avenir, SIAT Braun y travaille déjà. En 2018, SIAT fête son bicentenaire. SIAT Braun devient groupe SIAT et traduit sa dynamique commerciale par une nouvelle signature de marque, Matière à vivre.
L'offre s'étend désormais à 3 univers complémentaires, la construction, l'aménagement et l'énergie durable. En 2020, l'expansion devient géographique. En achetant 2 scieries dans le Tarn, à Brassac et à La Bruguière, Siat affirme sa dimension nationale. Une évolution indispensable pour étendre sa clientèle à de nouvelles régions, diversifier son approvisionnement en bois sur plusieurs massifs forestiers et travailler des essences de bois en devenir, comme le Douglas. Ces développements représentent une grande avancée pour le groupe, mais l'histoire est loin d'être achevée. La forêt est l'une des principales richesses de la France. La plus écologique des ressources, abondante, naturelle et renouvelable. Elle représente à la fois un enjeu et une chance. La mission que se fixe le groupe Siat pour l'avenir ? Valoriser encore mieux cette inestimable ressource, tout en continuant d'en prendre soin. Écoutez, quelle belle histoire. Alors tout d'abord, je souhaite remercier tous ceux qui ont œuvré à la préparation, à la création de cette belle vidéo. Ça a été l'œuvre d'un petit groupe que je souhaite remercier ici de la part de tous et surtout de notre entreprise. Donc j'aimerais remercier mon père, Michel Siat, qui a consacré 2 confinements avec son ami Jérôme Trollet, Marie-Odette Bindel, qui a consacré beaucoup de son temps alors aux recherches, pas juste sur cette entreprise, mais plus généralement sur tout l'écosystème de la vallée et plus précisément d'Urmat. Et puis enfin à Michel Rohr, Michel qui est un puits de science, de mémoire, une mémoire colossale qui nous a permis de remonter le temps, des talents en plus de dessin, vous l'avez vu, qui nous permettent justement de faire revivre des périodes oubliées. Donc merci à ce groupe sans lequel rien n'aurait été possible. C'est intéressant ici de faire parler le passé et puis de s'intéresser aux raisons de ce succès. Pourquoi est-ce que nous sommes encore là quand d'autres ont disparu? Moi je vous livre ici quelques pistes d'explication, j'en vois 2 principales. La première, c'est l'adaptation au changement. C'est la capacité de nos ancêtres à voir les changements, les disruptions, non pas comme des menaces, mais comme des opportunités. C'est une des marques de fabrique et je pense que c'est vraiment un des marqueurs forts qui nous permet d'être encore là aujourd'hui. Et ça doit être un des marqueurs des années qui viennent. Sachons ensemble identifier les révolutions techniques, les disruptions et les anticiper. Un deuxième marqueur, qui est peut-être le plus important, c'est l'esprit de corps. Ce qu'on voit, c'est que nous sommes passés par énormément de changements, de douleurs, de guerres, d'incendies, et pourtant nous en sommes toujours remis, parce que les hommes ont su se serrer les coudes et donner ce qu'il fallait pour que ça passe. Donc cette capacité à vivre ensemble, à faire équipe, elle a été essentielle sur les 200 dernières années. Elle le sera sûrement tout autant pour passer les 200 années qui viennent. Quand bien même aujourd'hui on est sur une superficie beaucoup plus grande, quand bien même les sites sont répartis un peu partout dans le pays, notre challenge, c'est de réussir à conserver cet esprit-là, à conserver notre âme et à faire corps. On a une belle page à écrire. On voit que notre industrie a de beaux jours devant elle. Le bois est de retour. Le bois est le matériau du futur, un matériau éminemment renouvelable et écologique. Sachons tous en tirer parti. On a un boulevard devant nous. Le préalable, on l'a dit, c'est d'anticiper les révolutions à venir, de ne pas en avoir peur et de faire corps. Merci à tous.